Stéphane Ravier, sénateur Conquête des Bouches-du-Rhône. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour, monsieur Bercoff. Alors, Stéphane Ravier, nous sommes effectivement, vous êtes sénateur des Bouches-du-Rhône, vous êtes à Marseille, oui. Vous êtes effectivement au bord de cette Mare Nostrum qui connaît depuis des années, depuis des siècles, tellement de passages. Alors, il y a des passages heureux et des passages difficiles et malheureux. Mais ce que je voudrais savoir, au-delà, et on va parler évidemment de l'Ocean King et de ce qui se passe à Presqu'île de Gien et dans le centre Bellambra, mais ce qu'on voudrait comprendre, et les gens ne voient pas, comment se passe, vous avez étudié ça, vous le savez, la mécanique, c'est-à-dire comment ça se passe du point de vue des opérations. Parce qu'on a vu des images un peu partout, de bateaux qui passent, on fait mettre des gens dans des embarcations. Comment ça se passe entre ONG, passeurs, migrants? Oui, c'est un petit peu ça, oui. Vous avez des candidats à l'émigration qui vont se rassembler. Alors, vous avez, par exemple, sur l'Ocean Viking, il y avait des Somaliens, des Érythréens, des Égyptiens, des Marocains, comme s'il y avait la guerre en Égypte et au Maroc, d'ailleurs. Ouais. Donc, il y a un peu tout, le Bangladesh, l'Afghanistan, donc ça vient un petit peu de partout. Ouais. Ce sont essentiellement des hommes. Essentiellement des hommes à 90%, entre 20 et 50 ans, qui donc ont décidé de quitter leur pays en guerre. Permettez-moi de souligner que ce sont donc des hommes qui quittent un pays en guerre et qui laissent femmes, enfants et familles en général dans le pays en guerre, ce qui est quand même assez étonnant. Ouais. Donc ils se retrouvent essentiellement là en Libye, après avoir été pris entre les mains de passeurs qui sont organisés, c'est une véritable mafia, à qui ils vont payer un droit d'acheminement et d'embarcation qui varie entre 3, 4, 5 000 $. Alors, justement pour préciser, premièrement, est-ce qu'on sait un peu qui sont ces passeurs? Ce sont des mafias organisées, évidemment, mais comment les migrants trouvent 3, 4, 5 000 $? On est toujours étonnés. C'est la grande question. C'est la grande question. Est-ce qu'il s'agit d'une classe moyenne des pays originaires? J'avoue ne pas savoir, mais ils ont payé. C'est pas un crédit que leur a octroyé la mafia. Ils ont payé le droit d'être. Ah oui, c'est pas parce que certains disent ils remboursent quand ils sont dans le pays d'accueil. Ceux qui sont, en tout cas, certains ont été interrogés là. Oui. Au centre de la Presqu'île de Gien, ils ont affirmé avoir payé. D'accord. Avoir payé 5 000 €. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? En tout cas, ils l'affirment. Ouais. Donc, ils se retrouvent là, on va dire, sur les plages de Libye, embarqués sur des bateaux de fortune ou d'infortune, mais au préalable. Et c'est ce qu'a révélé, ce qui se murmurait déjà, c'est ce qu'a révélé l'agence Frontex, qui est l'agence des douaniers, pour faire simple, de l'Europe et des frontières extérieures, qui étudie ces phénomènes de près depuis longtemps, et elle a déclaré que les passeurs sont en liaison régulière, directe, avec les bateaux des ONG, pour savoir si ces bateaux se trouvent non loin des côtes, où ils se trouvent, et si par conséquent les embarcations peuvent quitter les plages. Et d'ailleurs, les candidats à l'émigration refusent d'embarquer si les ONG se trouvent trop loin des plages. Donc il y a une organisation, alors peut-être pas avec toutes, mais Frontex affirme que ça s'est quand même généralisé. Il y a donc une entente, une communication entre les passeurs, les candidats à l'immigration, les clandestins et les ONG. Voilà, ils sont pas, l'Ocean Viking passait par là, il a aperçu, oh mon Dieu, miracle, heureusement qu'il passait par là, il a aperçu une embarcation de fortune. Non, tout ça, semble-t-il, est parfaitement organisé. Oui, ce que vous dites, Stéphane Ravier, c'est-à-dire qu'ils sont en communication, c'est organisé avant l'embarquement, etc. C'est ce qu'affirme Frontex. C'est ce qu'affirme Frontex. Et qu'il n'y a rien ou peu de choses laissées au hasard. Le fait est aussi, c'est que beaucoup d'ONG se permettent d'entrer dans les eaux libyennes.
gênant ou empêchant même le travail des gardes-côtes libyens, qui pourtant ont été formés à grands frais par l'Union européenne. Ils ont été formés pour ça avec les deniers des Européens. Donc il y a quand même eu au préalable de la part de l'Union européenne un semblant d'organisation aussi pour lutter contre ces mafias, mais rien n'y fait, parce que certains bateaux n'hésitent pas à aller plus loin, plus proche des côtes pour récupérer ces clandestins. Alors moi, évidemment, je le dis tout de suite, je l'ai répété, je le répète encore aujourd'hui, bien sûr qu'il faut les sauver. C'est le droit maritime. Bien sûr qu'il faut les sauver, hommes et femmes et enfants quand il y en a, mais c'est ensuite la direction prise par le bateau ou les bateaux que je conteste. Alors justement, le droit maritime dit, et corrigez-moi si je me trompe, qu'il faut les débarquer au port le plus proche d'un pays qui n'est pas en guerre. Or, de la Libye, le port du plus proche, c'est notamment, le pays le plus proche, c'est la Tunisie. Et pourquoi tous les bateaux, sans exception, depuis que ça existe, vont vers l'Italie ou la Grèce, maintenant la France, et aucun n'aborde, à ma connaissance, les ports tunisiens. Pour l'Ocean Viking, effectivement, le port le plus proche, à un moment donné, c'était le port de Sfax, en Tunisie, qui est reconnu pour être un port ultra moderne et capable d'accueillir toutes sortes de bateaux, et avec la possibilité de mettre à l'abri X clandestins, mais de façon automatique. C'est devenu un réflexe, mais en réalité une volonté politique. Ces bateaux mettent le cap vers le nord, vers l'Europe, parce qu'il y a une volonté politique d'imposer à l'Europe, l'Italie, la France en particulier, une immigration massive sous le prétexte que nous serions le continent Eldorado, la France Eldorado. Or, de Eldorado, il ne reste plus que radeau. Et à force de charger le radeau, on va tous finir par passer par le fond. Voilà, c'est ça. Mais c'est une volonté politique. C'est une démarche. A priori ou dans un premier temps humanitaire, qui laisse très vite la place à une volonté politique d'imposer à l'Union européenne, à l'Occident, cette immigration massive. Mais alors justement, est-ce que cette volonté politique, quelle est véritablement, aujourd'hui on peut voir avec les faits, avec le recul, l'attitude de la Commission européenne, de l'Union européenne sur ce problème? Est-ce que l'Union européenne, de fait, encourage, freine ou est passive devant ce mouvement? Quelle est la politique? Est-ce qu'il y a une politique claire, je veux dire, de l'Union européenne ou de la Commission européenne là-dessus? La Commission européenne, elle est immigrationniste à tout crin. Le pacte pour l'immigration qu'elle a dévoilé il y a déjà quelques années démontre sa volonté, à la fois presque uniquement basée sur le plan matériel et mercantile. À partir du moment où l'Europe fait moins d'enfants, eh bien, la solution immédiate est de faire venir des étrangers qui, eux, remplissent les berceaux. Il y a, là aussi, c'est complètement idéologique, sa volonté. C'est non pas d'ouvrir les frontières, mais de les effacer purement et simplement, puisque l'on en est aujourd'hui à commencer à sous-entendre, à créer une sorte de droit à l'immigration. Un droit à l'immigration, alors toujours les droits pour les candidats à l'immigration, mais jamais les droits pour les nationaux, pour ceux qui habitent, ceux qui résident dans ces pays européens. Donc il y a de la part de l'Union européenne vraiment une volonté d'ouvrir grand nos frontières. Et est-ce qu'il y a aussi une autre volonté? Je me rappelle qu'un certain secrétaire général du Parti communiste français qui s'appelait Georges Marchais, qui était violemment contre l'immigration aussi bien clandestine que réelle. Est-ce que effectivement, de ce point de vue-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté économique, on le dire, celle-là elle est moins dite, de casser les prix, de casser les salaires en disant bon... Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi, Monsieur Ravier? Il est vrai que Georges Marchais, à l'époque, dénonçait cette immigration qui était une concurrence par rapport aux travailleurs français. C'est à l'époque où le Parti communiste était français, même s'il était inféodé à Moscou. Mais en tout cas, il avait une préoccupation envers les travailleurs et les chômeurs français. Georges Marchais rappelait qu'il y avait 2 millions de chômeurs et que cette immigration était évidemment une concurrence, qu'elle faisait pression sur les salaires. Ce que je ne contesterai pas parce que c'est toujours d'actualité.
l'actualité, sauf qu'il n'y a plus seulement 2 millions de chômeurs, en réalité il y en a au moins 4 ou 5, et il y a 10 millions de pauvres dans notre pays. Donc l'immigration dont on nous dit qu'elle pourrait répondre à des situations de tension dans certains secteurs d'activité économique, bon, ben, ça permet à l'État de fuir ses responsabilités, sa responsabilité qui a consisté depuis des années à augmenter la pression fiscale sur les entrepreneurs, les empêchant d'augmenter les salaires. Et puis, donc plutôt que de baisser les charges des entrepreneurs, ce qui permettrait aux entrepreneurs d'augmenter les salaires et de recruter des Français, parce que les Français refusent d'être exploités et on les comprend, eh bien la solution de facilité pour le gouvernement en particulier, parce que les entrepreneurs préféreraient, j'en suis sûr, embaucher nos compatriotes, eh bien c'est de dire, écoutez, puisque l'on n'arrive pas à embaucher, et en plus on culpabilise les Français, puisque les Français sont des feignants, non, ils sont pas feignants, ils veulent être payés dignement, eh bien faisons appel à cette immigration qui est là, qui nous tend les bras, qui est dans la misère. En plus on fera un geste humanitaire. Donc tout ça est évidemment va à l'encontre de l'intérêt des Français et de la France. Alors justement, bon, alors ça effectivement on vous dira, mais vous opposez de population, etc. C'est une discussion, mais je voudrais m'en tenir au fait. Aujourd'hui, alors Giorgia Meloni exécutant ses promesses de campagne, donc elle a dit l'Italie terminée, en tout cas pour le moment, on n'accueille personne, donc effectivement on arrive en France. Est-ce que vous croyez que c'est un mouvement qui va maintenant, étant donné que l'Italie, en tout cas apparemment, elle est en train de démanteler même des camps de migrants, elle est en train effectivement, même les Ukrainiens, les autres des hôtels, Giorgia Meloni, est-ce que maintenant la France va être effectivement beaucoup plus réceptrice, en tout cas elle va recevoir beaucoup plus de bateaux qu'elle n'a recevait avant, puisque avant ils amérissaient en Sicile ou ailleurs. Bon, Giorgia Meloni, si vous le permettez, elle nous permet justement de constater que quand on veut, on peut. Parce que dans ce beau pays de France, on dit, vous comprenez, c'est comme ça a toujours été comme ça. Et puis en plus, la fameuse tradition d'accueil de la France héritée de 1789. Alors, en 1789, il n'y avait pas la CMU, il n'y avait pas la ME, et on ne mettait pas 1 heure ou 2 pour venir, pour traverser un continent. Bref, Giorgia Meloni, elle tient ses promesses, des promesses de l'union des droites, comme quoi l'union des droites, c'est synonyme de victoire et puis d'action. Eh bien, ces bateaux, ces ONG mettent le cap désormais vers la France, parce que la France a effectivement ouvert une brèche, la volonté d'Emmanuel Macron, son gouvernement, et ça se sait. Bien sûr que les mafias de passeurs sont à l'écoute de ce que dit la France, en tout cas par la voix de son gouvernement, le gouvernement de Macron, et puis les réfugiés eux-mêmes, vous savez, ils sont les réfugiés, les clandestins eux-mêmes, munis de téléphones, font savoir leurs familles qui sont bien arrivées, qui sont en parfaite sécurité, qu'on s'occupe d'eux, qu'on est aux petits soins. Donc ils font savoir que oui, en France, on peut y venir et que surtout on peut y rester et dans les meilleures conditions. Alors tout ça va créer évidemment un appel d'air et on n'ira plus du côté de l'Italie. Tant mieux pour les Italiens. On se dirigera vers la France puisque maintenant, en France, c'est open bar. Alors, dernière question, avant-dernière question, Stéphane Ravier. Comment vous expliquez, c'est un tweetos qui a envoyé ça, mais je trouve qu'il résume bien la question. Pourquoi en Méditerranée, on amène les migrants à leur point de destination et pourquoi en Manche, on les ramène à leur point de départ? L'Angleterre, aujourd'hui, la France serait, paraît-il, en train de créer quelques centres d'accueil pour les empêcher, pour ne pas qu'ils aillent en Angleterre. C'est des accords qui ont été signés il y a 3 jours entre le gouvernement français et le gouvernement britannique. Le gouvernement britannique est devenu maître chez lui et qui a fait à savoir à la France qu'il ne voulait plus accepter qui que ce soit. Et les frontières, ou la frontière entre la France et la Grande-Bretagne, c'est la frontière française. C'est pas la frontière britannique, c'est pas l'île britannique, c'est de notre côté. Ça aussi, ça a été manifestement négocié à notre défaveur. Et il a donc été décidé que des centres d'accueil vont être créés dans le sud, non pas de l'Angleterre, mais dans le sud de la France. Donc le centre qui est aujourd'hui à la presqu'île de Gien, qui est un centre de vacances d'EDF, eh bien, moi je le dis aux Varois et aux Français du Sud et aux Français en général, ce n'est pas une exception, c'est le premier d'une longue liste. Voilà, c'est ça la réalité. Parce que manifestement, nous sommes volontaires, les gouvernements successifs français sont volontaires
pour une véritable submersion migratoire avec des individus qui sont démunis de tout et qu'il faudra assister en tout. J'ai un chiffre à vous donner. Cela a coûté cette mauvaise plaisanterie de l'accueil des clandestins dans le Var a coûté au conseil départemental du Var 1 800 000 euros. La dernière, c'est avec l'Ocean King, vous voulez dire? C'est le chiffre qui m'a été donné. Alors, je n'en ai pas pour l'instant, je dirais, une preuve irréfutable, mais c'est ma part de maire du Var, voilà, pour le seul département du Var. Hein, ouais, je comprends. En tout cas, ça nous coûte un pognon de dingue. Oui, c'est comme une certaine expression que l'on connaît. En fait, ça va continuer. Et pour vous, juste une dernière question, sénateur. Pour vous, quoi, il faut stopper. Vous, je sais très bien, on connaît tous vos convictions. En tout cas, votre parti. Vous dites, il faut stopper ça complètement. Quelle est la situation aujourd'hui dans notre pays? 10 millions de pauvres, 4 à 5 millions de chômeurs réels, avec une inflation qui va exploser l'année prochaine. Et des Français à qui on dit qu'il va falloir se restreindre en tout. Et des prix qui vont donc exploser. Et puis vous avez ce continent africain, pour ne parler que de lui. Et les études démontrent que plus de 50% des jeunes Africains souhaitent émigrer. Et vers quelle destination se dirigeraient-ils si on les laissait faire? Évidemment vers l'Union européenne, ce qui constituerait donc non pas de grandes difficultés, mais la fin de l'Europe. C'est une submersion de la pauvreté, et ce n'est pas en acceptant la pauvreté africaine que nous la résoudrons. Au contraire, cela nous entraînera tous par le fond. Donc il faut évidemment stopper l'immigration, et je dirais même qu'il faut en inverser les flux, car nous en supportons déjà ici un poids beaucoup trop important, tant sur le plan économique, social, sécuritaire et identitaire. Eh bien écoutez, on suivra tout ça. Merci Stéphane Ravier. Merci pour votre invitation, M. Berkoff. À très bientôt.